Voilà le temps de notre première table ronde qui va être consacrée sur au thème suivant. Quelles nouvelles pratiques managériales à l'heure de la transformation publique? Donc on est bien dans notre thématique de la journée. Et pour ça, j'aimerais que Madame Bénédicte Cravache, Madame Sylvie Shiverman, Madame Danielle Champion et Madame Fatia Amrouche me rejoignent de façon à ce qu'on commence à s'installer pour cette table ronde. Merci. L'objectif de cette table ronde, c'est qu'on partage ensemble des retours d'expérience, et vous allez voir ici qu'il y a quelques belles expériences en lien avec ce qui a été dit par M. Thierry Le Goff et Mme Léon. On va commencer par Mme Bénédicte Cravache, qui est secrétaire générale d'un organisme qui est très connu. C'est quand on est dans le monde de RH, c'est l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, qui va nous parler un peu des nouvelles pratiques, un benchmark sur les managers, si j'ai bien compris. Vous avez 10 minutes. Ensuite, on continuera ensemble à travers différentes expériences, et notamment la présentation. Alors, vous avez la chance parce qu'il y a 3 projets qui ont été lauréats, 2 du Fonds d'innovation RH, et puis Madame Amrouche d'un fonds, je pense que c'est le Acteur Public 2018. Donc, c'est des projets, vous voyez, on a de la chance, innovants, et vous verrez en quoi, et qui sont mis sur la scène aujourd'hui. Alors, ce benchmark. Alors, déjà, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste revenir peut-être un peu sur ce qui était dit avant. Un des sujets qu'on a finalement avec le management, c'est que, dans le fond, le sujet du management, c'est pourquoi faut-il un chef pour faire collectivement quelque chose qu'on n'arrive pas à faire sans organisation? Qu'est-ce qui légitime d'avoir quelqu'un qui a une autorité sur qui que ce soit? Et comment produire collectivement quelque chose d'extraordinaire avec des gens ordinaires? Parce qu'en général, le manager se retourne toujours en disant « mais vous m'avez donné la mauvaise équipe ». Ah, si on vous avait donné une bonne équipe, on n'aurait peut-être pas eu besoin de vous, en fait. Donc, une des grosses questions qui reste récurrente, c'est qu'est-ce qui fait que l'homme est désespérant? Si on reprend, le manager qui vient se plaindre au RH, il vous dit « mon équipe est insupportable, j'en ai marre », voilà. Ce qui n'est pas désespérant, c'est de se dire que, historiquement, les managers se sont toujours posé ces questions. Si vous cherchez, et là je vais sortir du cadre de la RH, les travaux qui étaient faits pour aider les rois de France à accepter leur job. Il y avait des instructeurs pour les rois de France, qui leur disaient quoi? Ne désespérez pas de l'humanité, mon pauvre. L'homme sera toujours ce qu'il est, parfois velléitaire, pas toujours motivé, parfois hypocrite, parfois... Relisez tout ça, et c'était juste pour leur dire, c'est pas grave, il faut que vous ayez quand même toujours une ambition, il faut que vous travailliez sur vous, et il faut que vous acceptiez l'homme tel qu'il est. Finalement, le travail qu'on a à faire en RH, c'est toujours celui-là. C'est de garder l'ambition. Oui, je veux la France forte. Reprenons Louis XIV. Je ne suis pas dupe de ce qu'est l'homme et de ses limites, mais aussi de son potentiel. Et je sais qu'une partie du travail est une partie du travail qui me concerne moi. Donc, comment est-ce on développe ça? C'est ce qu'on va appeler self-awareness quand on est du côté... voilà. Et ça, forcément, ça prend du temps, comme l'éducation d'un prince. Donc, le premier sujet qu'on a sur le développement managérial, c'est que ça prend du temps, que ça n'est pas facile, et qu'une culture managériale, en moins de 5 à 7 ans, ça ne peut pas se transformer. Donc, effectivement, quand on commence à mener ce genre de projet, il faut d'emblée dire il n'y aura pas un effet waouh du jour au lendemain. Bon. Par contre, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça, c'est quelque chose dans le secteur privé qui est systématiquement rappelé. C'est de dire, pour autant, c'est à la fois un travail de longue haleine, parce qu'on ne développe pas les individus à leur rythme, parce que chacun a aussi son rythme de parentalité, de difficulté, de maladie, puisqu'on parle de l'homme augmenté, mais le rôle du RH, souvent, c'est quand même de travailler avec l'homme diminué. Donc, comment est-ce qu'on prend en compte ces temps de vie, et comment, finalement, on prend en compte l'organisation que l'on met autour, pas pour pallier à l'homme. Finalement, les choix que l'on fait en management, c'est quel est le degré de confiance que l'on fait à l'homme. Est-ce que, parce qu'on ne lui fait pas trop confiance, on s'appuie beaucoup sur les process? Parce qu'on veut rendre raison de la façon dont c'est fait, on veut rentrer dans la mécanique derrière? Ou est-ce qu'on lui fait confiance? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend un risque? Et souvent, les questions qu'on se pose en termes de management, c'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais protéger mon risque dans la façon dont j'évalue les managers que je recrute, et comment est-ce que je leur mets des garde-fous de reporting, de shadowing, parce que finalement j'ai peur. Et cette notion de peur, elle est compréhensible aussi.
Donc on a qu'est-ce qu'on met en place comme process, qu'est-ce qu'on leur donne comme petits outils, parce qu'il y a des grands sujets de fond, mais il y a aussi des petits outils, mais comme la gastronomie, hein, les bouquins simplissimes, le management pour les nuls, ça sert aussi. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir ces deux mouvements, des mouvements de fond et des mouvements de réussite à court terme, qui me permettent d'avoir les bons réflexes sur la qualité du travail, sur le feedback, sur la communication. Donc on travaille sur ce genre de choses. Et puis des réflexions plus de fond sur ce qu'on va appeler le span of control et sur la durée de péremption d'un manager. C'est-à-dire que le span of control, c'est de dire pourquoi on met un manager pour 3 personnes, ou pour 10, ou pour 100. Et en fonction du profil des collaborateurs et en fonction de la taille de l'équipe, qu'est-ce que j'attends de ce manager? Est-ce qu'on encadre de la même façon 10 téléopérateurs et 10 cadres? Alors ça semble évident, mais il y a très peu d'organisations qui poussent la réflexion jusque-là. En disant, par exemple, je veux encadrer 10 ingénieurs chez Rolls-Royce, je prends en compte le fait qu'ils ont tel niveau d'études, qu'ils vont mettre 10 ans pour être parfaitement efficaces, et qu'ils ont telle attractivité sur le marché, versus un téléopérateur qui doit pouvoir être parfaitement performant au bout d'une semaine et dont je sais qu'il aura l'envie de partir au bout d'1 an et demi, 2 ans. Est-ce que je suis capable de me dire, le manager qui correspond à ça, il a quel profil, il est là pour combien de temps et quelle est la formation complémentaire que je dois lui donner? Et puis sa durée de péremption. Alors ça, c'est un problème qu'on a en France parce que la notion de cadre, c'est une notion bien française, alors que la majorité des managers maintenant ne sont pas des cadres, en réalité, et que la question de se dire « je suis manager pour combien de temps ?» et peut-être que je peux être très bon manager pendant 2-3 ans, Emmanuel Léon partait, mais hormis dans l'enseignement, c'est rare les jobs où on peut être manager pendant une période et puis arrêter d'être manager, parce que peut-être qu'on n'a pas vocation à être manager toute sa vie. Voilà. Donc ça, c'est ces 2 grosses questions sur la structure et sur le degré de confiance que l'on a. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est que, et je vous invite à lire un autre ouvrage que je n'ai pas écrit, pour lequel je n'ai pas d'action, qui s'appelle « La prouesse française ». Simplement parce que déjà, ça fait du bien. Ce sont des chercheurs qui se sont dit, finalement, à l'heure de la mondialisation, est-ce qu'on pourrait parler d'un management à la française? Ça doit juste même pas être une idée et ça doit être même complètement idiot. Or, en fait, après avoir étudié réellement les pratiques, ils se sont rendus compte qu'en réalité, il y avait un management à la française qui était reconnu dans le monde et qui avait un enjeu de respect de l'humain et de performance qui était reconnu. Alors, je vous invite à le lire, je ne vais surtout pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais simplement, si les résultats sont pour le moins surprenants, ils montrent que le management des grandes entreprises françaises se caractérise par une alliance subtile entre souci de la performance et préoccupation de l'humain, rigueur et sens de l'innovation. Quand on se lance dans des grands projets comme ça, comme la rénovation du modèle managérial ou son amélioration, c'est important aussi de se dire qu'il y a un terreau favorable, et la France en est un. Voilà, je vous invite à le lire. Et après, je vous ai promis quelques exemples, et donc je voulais vous en donner un. Un qui est intéressant parce que c'est une ETI dans le secteur de l'automobile, une entreprise familiale, internationale. Voilà. Comme ça, on est très loin du secteur public. Et qui, pour autant, a choisi un modèle qu'elle a adapté de servant leadership. Alors là, on est dans le service public, on pourrait peut-être trouver un rapport. Donc, qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Elle s'appelle Arémon. Elle est basée à Grenoble. Et je vous invite à regarder sa performance, qui est extrêmement satisfaisante dans le domaine des équipementiers automobiles qui ne sont pas réputés pour être des poètes, en termes et d'être dans un environnement où on peut facilement vous dire « oui, mais nous, on ne peut pas, parce que vous comprenez, l'environnement est tellement difficile qu'on ne peut pas faire autrement ». Mais un leadership très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Une étude d'engagement. Ils se rendent compte que les salariés sont moins engagés qu'ils ne le souhaiteraient, qu'il y a un besoin de feedback. Et là, la direction se dit il faut qu'on renouvelle notre modèle de management. Mieux, il faut qu'on en fasse un avantage compétitif. Mais ils se disent on va essayer de trouver quelque chose qui nous inspire. Et ce qui a été retenu, c'est ce modèle du servant leadership. Alors, le servant leadership, c'est une théorie très officielle qui existe, mais naturellement qu'ils ont choisi de customiser. Et c'est ce qui est intéressant parce qu'on ne se voit pas tropicaliser, enfin utiliser telle quelle une théorie comme ça. La question qui s'était posée derrière, c'est pas quelles sont mes marges de manœuvre comme manager, qu'est-ce que je peux faire comme manager, c'est comment je peux être utile à mes collaborateurs. Finalement, ce qui va me définir comme manager, c'est ma capacité à aider mon équipe. C'est-à-dire ma valeur ajoutée, c'est ça. Donc leur choix, et vous découvrirez dans notre revue personnelle un grand entretien là-dessus, ça a été de dire
on va changer en 5 à 7 ans, et le temps est important, toute notre culture managériale. En partant du haut, mais pas que, en considérant que les compétences comportementales doivent être premières, même dans des industries techniques. C'est un pari audacieux de dire, dans cet univers très concurrentiel, on va considérer qu'il y a des gens qui ne pourront pas rentrer dans l'entreprise parce que leurs compétences comportementales ne sont pas compatibles avec le modèle de management que l'on souhaite développer. C'est quelque chose de... Et il y a des gens qui vont partir quand on déploie ce mode quand on change un modèle managérial, par nature, et ça fait partie de la boîte à outils qu'il faut avoir, il faut partir du principe que tout le monde ne s'y retrouvera pas. Mais que si on veut que le collaborateur, au quotidien, se dise « on m'a promis un certain modèle de management et j'en fais le constat », on ne peut pas se permettre d'autoriser des comportements qui ne le seraient pas. Et donc le servant leadership, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement faire confiance et considérer que le manager est au service du collaborateur. Mais on parle d'un servant leadership. On n'est pas non plus sur une posture de je suis en coureur de brousse, je suis là, j'aide. Voilà. C'est je donne une direction, mais je suis responsable du développement individuel de mon collaborateur. Je suis responsable du fait que mon entreprise est différenciante par sa qualité de management. Alors c'est facile de le dire, mais de dire, voilà, un collaborateur va venir, par exemple, dans la fonction publique, parce qu'il va considérer que les valeurs qu'elle porte sont différenciantes, ce sera un élément important. Ce qui nous a intéressé dans leur méthode, c'est effectivement qu'ils l'ont déployé sous forme de valeurs qui sont écouter, prendre soin, dialoguer, déléguer, encourager et faire confiance. Le point le plus difficile, souvent, c'est cette notion de délégation. Et quand on benchmark avec les organisations dites responsabilisantes, alors je suis sûre que vous avez eu les méthodes de Michelin, les grandes organisations qui travaillent là-dessus, elles disent toujours il faut être clair sur le cap, clair sur le cadre et obliger le manager à dire ce dont il n'est pas responsable. Il faut être capable de dire je ne mettrai pas mon grain de sel là parce que ça n'est pas de ma responsabilité. Mais tout aussi fermement, cette chose-là me concerne. Je ne laisse pas de flou sur le fait que cette décision-là m'appartient. Et donc, ça demande des clarifications qui ne peuvent pas être a priori. Donc, ce n'est pas « je décide parce que je suis le chef », c'est « je décide parce que sur ce sujet, j'aurai moi, personnellement, à rendre des comptes ». Mais pour l'atteindre, j'ai besoin qu'on se mette autour d'une table et qu'on se dise quelle est la contribution de chacun. Voilà. Donc, je vous invite à voir ça. Et en complément, vous avez d'autres exemples possibles, parce que je trouvais que c'était intéressant pour le service public, puisqu'il vise à faire mieux, et non pas à s'améliorer dans le sens d'être encore plus performant. Un leader français bien connu, qui est AXA, a comme enjeu de rester leader. Comment est-ce qu'on développe ses managers quand on veut rester leader ? Et donc, c'est tout l'enjeu de la nouvelle DRH Karima Sylvon, qui par ailleurs vient aussi du secteur public. Donc, vous voyez, on s'inspire du secteur public pour encourager le développement du management d'un leader mondial. On peut en être fier. Et donc, son sujet, c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'on a des managers qui ont été très bons, puisque AXA est un leader. Quelle est l'attitude et quelles sont les valeurs que l'on doit développer pour continuer à être leader ? Puisque quand on est devant, avec qui on va se comparer ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas reproduire des méthodes qui étaient peut-être adaptées à une période de croissance, mais qui le sont peut-être plus sur une nouvelle méthode ? Ce qui est un peu la particularité de toutes les grandes organisations leaders. D'une certaine façon, le service public est leader sur son domaine. Donc comment est-ce qu'on arrive à garder cette exigence ? Et son parti pris là-dedans, c'est de dire, comme tout le monde, un manager, ça se forme, des orientations, il faut qu'elles soient claires, et il faut garder des éléments extrêmement simples, puisque la qualité du management, elle doit pouvoir être évaluée par un collaborateur au quotidien. Donc, quel est le choix que l'on fait pour que le collaborateur puisse dire « ben voilà, j'ai eu une expérience collaborateur dont je peux rendre compte ». Mais sur cette expérience collaborateur, et je conclurai par ça, quand vous travaillez dans l'industrie des services, quand vous vendez des services, les meilleurs vendeurs, les entreprises les plus performantes, sont celles qui savent manager l'attente du client.
Le très bon restaurateur, c'est celui qui, au moment où vous lui demandez quelque chose, vous dit « Ah non, ça, je pense que je ne vais pas pouvoir vous le faire, mais ça, je vais pouvoir vous le faire très bien. » C'est-à-dire qu'il est capable de, on dit, driver le client. Quand on est dans un mode de développement des ressources humaines, l'enjeu, c'est pas de dire on va faire ce que les collaborateurs attendent, on va faire au mieux ce qu'on est capable de faire au mieux dans l'intérêt collectif. Et donc, dans ce développement du management, il faut aussi dimensionner cette attente-là. Se dire, voilà ce que l'on sera capable de faire, parce que sinon, on ouvre des chantiers qu'on ne sera pas capable de satisfaire. Donc, il faut dire, voilà, qu'est-ce que l'on est capable de faire, et ce sur quoi, c'est un engagement de qualité de service, on va s'engager très fermement. Donc, je vous invite à déterminer ce dont vous voulez être responsable en termes de qualité de service vis-à-vis de vos collaborateurs. Très bien, merci beaucoup. C'est très clair, ça renvoie à une notion de rôle et responsabilité managériale, des droits et devoirs. C'est toujours, et ça évolue en permanence. Ça renvoie aussi à la mesure de la performance et au système de fixation d'objectifs. Il y a une autre notion qui est très intéressante dans ce que vous avez dit, c'est aussi que le temps humain est différent du temps de la transformation. Et comme on a vu tout à l'heure que la transformation est de plus en plus rapide, ce qu'on constate, nous aussi, c'est que pour s'engager dans la transformation, c'est très compliqué. Et un des nouveaux rôles du managérial, c'est comment on favorise l'engagement de ses collaborateurs dans les transformations qui sont permanentes, de façon à susciter l'envie, l'intérêt et la performance. Merci. Alors, on va continuer avec Madame Sifferman. Vous êtes sous-préfète de Saint-Dié-des-Vosges. Et alors, vous avez mis en place un projet très intéressant sur la maison de l'État. Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet immobilier qui est devenu un projet managérial, en fait? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis sous-préfète de Saint-Dié-des-Vosges depuis un mois. Donc, je vais vous parler d'un projet que j'ai mené sur mon arrondissement précédent, qui est l'arrondissement de Limoux, dans le département de l'Aude, dans un secteur hyper rural. Donc, avec les services immobiliers de l'État, nous avons fait un diagnostic 360 degrés sur cet arrondissement pour voir quelle est la présence de l'État et comment nous pourrions mutualiser immobilièrement cette présence en densifiant la sous-préfecture en fait, de Limoux, qui est un bâtiment du XVIIIe siècle. Donc, au vu de ce diagnostic, nous avons considéré que cette mutualisation immobilière se ferait donc sur ce bâtiment-là, avec donc un enjeu de rénovation immobilière important, puisque je viens de vous le dire, XVIIIe siècle, vous imaginez, et que l'on allait regrouper 3 services. Donc, les services de la sous-préfecture, ils sont déjà, plus les services de la direction des territoires et de la mer, la DDT, et un service de l'éducation nationale, un CIO. Donc, ça représentait, si vous voulez, en collectif humain, 21 agents à regrouper sur cet édifice. Nous, sous-préfecture, on est après une dizaine. La DDT, ils sont 8 et le CIO, 3. Alors, donc on a écrit ensemble un projet de service avec les 2 autres managers des 2 autres services. Moi, en tant que sous-préfète, j'étais bien sûr le chef manager, on va dire, de ce projet. Donc, il a déjà fallu s'entendre avec les 2 collègues. Ça a très, très bien fonctionné avec la directrice du CIO. Ça a un petit peu moins bien fonctionné avec le DDT. Peut-être aussi parce qu'il était... en posture aussi vis-à-vis de ses représentants du personnel. Donc, c'est eux qui devaient venir nous rejoindre. Les personnels se disaient « mais pourquoi il faut qu'on bouge ?» Donc là, la fameuse résistance au changement. Bon, enfin, tout état de cause, on a quand même avancé sur le projet. On a obtenu les moyens financiers pour la rénovation immobilière. Mais mon objectif était, au-delà de cette mutualisation immobilière, je ne pouvais pas considérer qu'on allait se mettre chacun sur un étage et puis aucun lien les uns avec les autres. Mon objectif, et il m'était également demandé par le niveau central, c'était d'expérimenter aussi des mutualisations fonctionnelles. Et tout le nœud a été de se dire, nous allons nous organiser, les 3 collectifs, pour avoir un accueil unique. Un accueil mutualisé. Est-ce qu'on va être capable de le réussir, cet accueil mutualisé, sachant que les agents estimaient qu'ils n'étaient pas en capacité en fait, d'accueillir le public de l'autre? Alors, pour la DDT et la sous-préfecture, on voit bien qu'on avait quand même affaire au même public, c'est-à-dire des maires, des élus, même si la sous-préfecture recevait aussi des présidents d'associations.
Et pour l'éducation nationale, effectivement, ce n'était pas du tout le même public, puisque un CIO accueille des collégiens, des lycéens, des parents d'élèves. Donc on avait quand même cette discussion sur mais comment on va faire, on n'a pas les mêmes publics. Bon en allant, je me suis rendu compte qu'on était vraiment sur un irritant, c'est-à-dire le projet n'arrivait pas à avancer parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et à ce moment-là, grâce au ministère de la fonction publique, il y a eu le lancement de l'appel à projet Innovation RH. Et je me suis dit, avec l'aide de notre laboratoire d'innovation de la préfecture de région, nous allons candidater. Donc nous avons fait une candidature en motivant le fait qu'on avait besoin d'un accompagnement, et un accompagnement bien précis, qui est un accompagnement socio-design de service. On s'est dit, on va changer le focus, le regard. On ne va plus se mettre dans la peau des 3 collectifs ou dans la peau des 3 types de fonctionnaires qu'on va réunir au même endroit. On va se mettre dans la peau de l'usager, des 3 types d'usagers qu'on peut avoir, les élus, les collégiens lycéens, les présidents d'associations. Et on va faire le pas à pas de l'usager. Et pour ce faire, on va se faire accompagner. Et donc nous avons été lauréats de cet appel à projet. Je remercie d'ailleurs cet accompagnement et le ministère de la fonction publique parce que ça représente un coût. Et donc nous avons bénéficié de cette prestation qui s'est déroulée en 3 étapes. Je vais vous les citer très brièvement. Donc d'abord une immersion ethnographique par les socio-designers. Alors socio et designer, c'est-à-dire un sociologue d'usage et un designer de service. Ils étaient 3 en fait, à un moment donné 4, mais bon voilà, c'était les 2 typologies. Donc immersion ethnographique, c'est-à-dire sont venus venus reconnaître comment nous pratiquions nos accueils dans les différents sites, puisqu'on n'était pas encore regroupés, pour avoir vraiment une bonne compréhension de nos fonctionnements. Puis ensuite, ils nous ont mis dans la phase 2 en mode groupe de travail, bien sûr, focus group, avec un mélange, si vous voulez, de participants, qui étaient à la fois les 3 collectifs, et j'ai réussi à imposer aux 2 autres managers d'envoyer leurs équipes dans ces groupes de travail, de façon un peu obligatoire, et des usagers. Nous avions donc en fait des groupes de travail mixés. Ces groupes de travail ont bien sûr produit, et d'ailleurs tous les livrables, vous pourrez les télécharger sur le site internet de la préfecture de région Occitanie. Dans le chapitre laboratoire d'innovation, vous retrouverez tous les documents qui ont été produits au cours de cet accompagnement. Et ensuite, nous sommes partis dans la 3e phase. Alors, au bout de la 2e phase, on a fait une restitution publique, parce qu'on a quand même mobilisé pratiquement une centaine de personnes dans le projet. Donc, beaucoup d'usagers ont participé. Les collégiens, les lycéens aussi. Donc c'était extrêmement intéressant. Et donc on a fait une restitution publique. Et la 3e phase a été, on revient un petit peu sur nos fonctionnaires des 3 collectifs et on essaye de débloquer les dernières résistances au changement en travaillant sur des sujets de comment on peut mieux coopérer. Faut-il se dire bonjour le matin pour mieux coopérer ? Pour mieux travailler ensemble dans la journée. Est-ce qu'il est possible de faire une sieste au travail? Donc on a aussi parlé, si vous voulez, ou travaillé sur les questions de bien-être au travail, de santé, sécurité au travail. C'était un des thèmes du groupe. On a travaillé sur qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme nouveau service public, du fait d'être 3 collectifs différents, 3 cultures professionnelles différentes, et on a imaginé des choses nouvelles. Je vous cite un exemple. Avec le CIO et la sous-préfecture, on s'est dit nous pourrions mettre en place des cérémonies de passage à l'âge adulte des 18 ans pour les jeunes de ce territoire et faire un événement autour des valeurs de la République, comme lorsque, par exemple, en préfecture, on donne les décrets de naturalisation française. Bon, voilà, on a imaginé qu'on pouvait faire ça avec le CIO. On a donc eu cet accompagnement pendant 3 mois. Entre avril et juillet 2017. Ça a été extrêmement productif dans le sens où les 3 collectifs, du fait qu'ils se sont fréquentés à travers ces séquences, ils ont appris à se connaître et ils ont vraiment intégré le fait qu'ils pouvaient habiter ensemble et travailler ensemble dans le même immeuble. Ça a été, si vous voulez, très révélateur de
la baisse des barrières de résistance au changement. Hein. Alors ça a été beaucoup plus compliqué pour le manager DDT, qui voyait qu'à partir du moment où ses équipes se relaxaient, si vous voulez, et commençaient à imaginer que c'était possible de venir positivement dans la sous-préfecture, lui, il m'a un petit peu, du coup, compliqué la tâche. Mais voilà, ça, on a réussi, et on a réussi à permettre une expression aussi d'intelligence collective, hein, la créativité. Moi, j'ai participé, la directrice du CEO également, à tous les groupes, sauf ceux... Moi, par exemple, j'ai décidé de ne pas participer au groupe bien-être au travail, parce que je voulais que mes agents puissent libérer leurs paroles sans la présence du manager. Mais disons, grosso modo, j'ai quand même fait tout le circuit, et je me suis mise vraiment à la... Comme mes collègues, si vous voulez. Hein, il n'y avait pas de hiérarchie, si vous voulez, dans ces séquences-là. On était en fait un collectif sans hiérarchie, avec une libre expression. Et la confiance s'est établie. De ce fait-là, les paroles se sont vraiment libérées. Le manager a pu aussi entendre des choses désagréables. Les collaborateurs ont pu entendre des choses désagréables des usagers, parce que les usagers se sont aussi fortement exprimés et ont dit ce qui ne leur plaisait pas lorsqu'ils venaient à l'accueil de la sous-préfecture, par exemple. Ça n'a pas toujours été agréable à entendre. Et ça a permis aux uns et aux autres de se dire mais on peut peut-être faire autrement, satisfaire mieux nos usagers ou nos clients. Et voilà, donc le projet, on va dire le design, puisqu'on est allé jusqu'à prototyper cette zone accueil, hein, avec des petits Legos. Tous ces éléments ont été intégrés dans le programme de travaux. Grâce à notre assistance à maîtrise d'ouvrage, la SAFIGIM de Toulouse, à la fois le travail du programmiste, qui était, on va dire, très classique, qui avait été fait en amont, puis on est tombé sur cet irritant, comme je vous indiquais, on a fait donc intervenir le socio-design de service, qui a donc amené des choses un petit peu différentes dans ce programme de travaux. Et la SAFIGIM, notre assistance à maîtrise d'ouvrage, a réussi en fait à faire une synthèse des éléments. Et aujourd'hui, donc, on a un groupe d'architectes qui est en train de travailler, puisque je viens de quitter l'arrondissement, mais l'architecte, j'ai veillé à ce que tout ça soit bien sur les rails avant que je parte. Et maintenant, le groupe d'architectes est en train de nous préparer, on va dire, la phase active, la réalisation du projet, qui sortira donc de terre cet été, non ? Fin 2019. Les travaux seront terminés. Et voilà, on pourra voir en réel cet impact socio-design de service sur cet immeuble, puisqu'il y aura un espace de coworking en rez-de-chaussée, il y aura un accueil mutualisé, il y aura beaucoup de numérique. Évidemment, on s'est déjà projeté dans Action publique 2022 avec 100% de services publics numériques. Voilà, on a essayé d'être vraiment innovant et de travailler. Et je crois que les agents, ils ont adhéré. Grâce à cet accompagnement, on a réussi à dépasser cet irritant, même si un des managers est encore un petit peu à convaincre, mais peut-être que la réalisation va totalement le convaincre. Oui, et puis c'est normal d'avoir de la résistance. En tout cas, bravo, parce que c'est un super projet qui met en avant, effectivement, ces nouvelles façons de collaborer, c'est de la co-construction. On va en parler avec Madame Champion derrière, hein, de façon à libérer la parole, responsabiliser et engager les gens dans la projection, la définition et la projection d'une cible pour se l'approprier. Donc, félicitations, et j'espère que vous serez là au moment de l'ouverture, de l'inauguration, pour mesurer le résultat. Mes ex-agents y veilleront. Voilà, à ce qu'on très bien. pas. Et le nouveau défi pour vos anciennes équipes, c'est comment entretenir cette démarche et rester dans cette démarche de co-construction. Alors justement, Madame Champion, vous êtes animatrice du Conseil des expériences au ministère sociaux. Vous allez nous faire part aussi d'une démarche très intéressante. Donc vous avez mis en place un conseil d'expérience qui aurait des seniors et on a mis des juniors aussi. Donc vous allez nous expliquer pourquoi ces deux classes d'âge et à partir de quel âge. Parce que la dernière fois avec les Canadiens, on en parlait tout à l'heure, on avait vu on était seniors à partir de 35 ans. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? 55, non, on n'est pas sur les mêmes horizons culturels, vous le voyez. Donc Emmanuel Léon avait totalement raison. Donc en fait, c'est la création de 2 collèges d'agents qui ont pour objectif de travailler, de réfléchir, de faire des propositions sur l'organisation du travail. C'est ça ? C'est tout à fait ça, je vous remercie. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Danielle Champion, j'appartiens effectivement
au pôle de coaching des ministères sociaux qui a été créé fin 2016. Et il s'avère qu'en ce moment, en plus, j'assure l'intérim de responsable du pôle, le collègue étant parti à la retraite récemment. Et donc, effectivement, j'ai été associée à cette expérimentation d'un conseil des expériences qui, d'ailleurs, a été financé par le Fonds d'innovation RH en 2017. Alors, peut-être je souhaitais également préciser que je remplace aujourd'hui Vincent Gaillot, qui est le responsable de la modernisation auprès du secrétaire général des ministères sociaux, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Voilà, donc il m'a demandé de le remplacer. Mais j'ai sans doute peut-être pas la même vision globale que lui aurait eu si ça avait été lui qui aurait été là, puisque c'est lui qui a présenté le dossier donc, de demande de financement. Alors, les ministères sociaux, je vais peut-être dire en 2 mots ce que c'est, parce que ça ne s'invente pas. Il faut, je crois, que je vous l'explique. C'est l'ensemble, c'est le regroupement de 3 périmètres ministériels, c'est-à-dire le secteur santé, solidarité, le secteur travail-emploi et également le secteur jeunesse et sport. Donc voilà, donc c'est un ministère composite dans sa ligne d'intervention qui en plus a 3 réseaux territoriaux différents. Aucun ne fonctionne de la même façon. Il y a à la fois des établissements publics, des services déconcentrés classiques, des services déconcentrés mais qui mélangent des agents des ministères sociaux et des agents de Bercy, donc avec des gouvernances là aussi un peu sophistiquées. Voilà, donc c'est un ministère, je tiens à le souligner, dont la composition est relativement complexe. Et depuis 2013, il a dans son organisation actuelle un secrétariat général. Alors, il a bien sûr un secrétariat général depuis plus longtemps, mais dans l'organisation actuelle, on a donc un secrétariat général qui regroupe 6 directions métiers, dont la direction RH, dont la direction des finances, de la com, des affaires internationales, les systèmes d'information et le juridique. Voilà. Donc, le secrétaire général, qui était Pierre Ricordeau, a souhaité en 2016 lancer une action pour, là aussi, avoir ce qu'on appelle un projet stratégique. Et dans ce projet stratégique, il y avait l'idée comment faire que ce secrétariat général soit porteur de transformation et de simplification dans cette organisation complexe. Bon. Dans le cadre de cet axe, donc de réflexion sur la simplification et la transformation, il y avait 3 thèmes qui avaient été retenus. Comment est-ce qu'on peut faire bouger nos pratiques managériales? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique? Et quelles sont les compétences dont on a besoin? Sur la partie managériale, effectivement, on a souhaité, les 70 collègues, c'est pas moi, les 70 collègues qui ont été associés à cette réflexion stratégique, les 70, donc il y avait moins sur ce segment-là. En tout, il y avait 70 personnes qui ont réfléchi, mais là, il devait y avoir un petit groupe de 5 ou 6 personnes qui a réfléchi à comment on pouvait faire évoluer le management. Et l'idée est venue d'impliquer, si je puis dire, de vrais agents, notamment des agents récents, donc des agents de moins de 35 ans, récemment arrivés dans notre administration, étant capables de témoigner de l'étonnement, quelque part, de leur arrivée, avec quelquefois des arrivées un peu chaotiques, où il leur avait manqué des choses. Et puis aussi de prendre en compte la parole des seniors, donc les sachants, qui avaient une expérience longue de ces ministères sociaux et qui pouvaient aussi, bien sûr, apporter leur contribution. Donc voilà, on a fait donc un groupe de 20 personnes, 50-50, 10 de moins de 35 et 10 de plus de 55 ans. Pour bénéficier du cofinancement donc, du Fonds d'innovation RH, donc il a été souhaité d'avoir l'appui d'un consultant pour faire vivre les groupes de réflexion. Je ne vais rien vous cacher, donc la dépense a été de 11 000 € pour avoir l'accompagnement par le consultant et la contrepartie, puisque je crois qu'il y avait de financement du Fonds d'innovation que si le ministère cofinançait. Et donc, c'est à ce titre-là que des coachs, enfin mon collègue Vincent Delpay et moi-même, avons été, si je puis dire, valorisés comme contrepartie, comme la partie investissement de l'administration. Voilà, donc on a été amenés à animer ce conseil des expériences en lien avec le prestataire. Et je dois dire que finalement, on a très bien travaillé avec le consultant. Donc, le Conseil des expériences, qui était donc issu des 6 directions dont je vous ai parlé, d'agents volontaires, a été installé par le secrétaire général en mai 2017. On a bien évidemment, on a déjà à ce moment-là travaillé avec eux sur quel thème ils voulaient explorer. Alors, des choses assez basiques d'ailleurs. On avait convenu de s'interroger sur qu'est-ce qui me manque quand j'arrive dans ces ministères,
qu'est-ce qui me manque dans ma vie au travail et qu'est-ce qui me manque dans ma fin de carrière et pour organiser ma mobilité. Donc on était quand même plutôt sur un schéma de progressif dans le déroulement de la carrière. Donc 3 séances, après on a donc fait 3 séances thématiques sur chacun de ces segments, et puis une dernière séance un peu de tri de toutes les propositions qui avaient été émises, parce qu'en fait il y a 11 à peu près qui ont été émises, très concrètes, on n'était pas dans les choses stratosphériques, on était vraiment dans le concret de la vie de la vie au bureau. Et donc, une dernière séance, on a fait un peu le tri de toutes ces propositions, présentation à l'ensemble des directeurs. Et puis, en février 2018, là, le plan d'action qui a été examiné par les différentes directions d'administration centrale a trouvé son rythme de vie. Et maintenant, donc, il y a des groupes qui assurent la déclinaison des propositions qui ont été formulées. Voilà. Alors, il y a des exemples concrets. Alors justement, oui. si je prends les exemples concrets, donc par exemple sur l'arrivée dans dans l'administration, on a vu effectivement une forte demande de la part des agents d'avoir, alors bien évidemment, des documents de synthèse sur le périmètre d'intervention de ce ministère, son mode d'organisation, d'avoir... on a élaboré, si vous voulez, la liste type des documents qu'un agent doit trouver systématiquement à sa prise de fonction, que ce soit bien évidemment la fiche de poste, les organigrammes, des informations pratiques sur la médecine de prévention, l'action sociale... la configuration des bâtiments, la localisation. Alors en plus, pour ne rien vous cacher, on a 4 sites à Paris. Voilà, donc éventuellement aussi des données précises sur où sont les services et à quel endroit. Comment marchent les badges d'accès, comment est calculée la fiche de paye, quels sont les outils informatiques à ma disposition, des informations sur l'intranet, qu'est-ce qu'on trouve dans l'intranet, et puis aussi toute une série de procédures alors formalisé sur qui je dois voir le premier jour, qui je dois voir la première semaine, qui je dois avoir vu les 3 premiers mois. Voilà, enfin, des choses très... Pas des choses, encore une fois... un parcours d'intégration, en fait. Mais en même temps, qui font que la personne se sent intégrée. On a aussi l'idée, bien évidemment, d'avoir des tuteurs et puis aussi d'identifier dans certains services du secrétariat général des personnes ressources, parce que les seniors qui, effectivement, sont souvent en perte de reconnaissance, souhaitent également pouvoir être aussi des correspondants pour les jeunes qui arrivent et être identifiés comme des personnes ressources. Donc voilà pour l'accueil, je ne vais pas trop développer. Sur la vie au travail, alors bien évidemment, tous les sujets de conciliation vie personnelle, vie professionnelle sont venus sur la table. Une forte attente, bien évidemment, sur le télétravail. Une forte attente également sur un peu plus de rationalisation dans l'usage des outils numériques, puisque vous le savez, on utilise beaucoup des espaces communs pour classer les documents, mais chacun y va de sa créativité. Et donc, ça mériterait d'avoir des modes de classement plus faciles à identifier. Donc là, il y a des directions qui sont déjà un petit peu en avance, qui vont disons, s'emparer du chantier pour qu'après les autres directions appliquent les mêmes dispositions. Alors bien évidemment aussi la nécessité d'avoir des chartes internes aux directions sur l'usage des réunions, la durée des réunions, l'horaire des réunions. Mais ça, je pense que c'est des choses qui sont déjà assez classiques. Sur le départ à la retraite et la mobilité pendant la carrière, effectivement, il y a notamment de la part des jeunes collègues, de fortes attentes en termes de... d'accompagnement sur profil de leurs souhaits de mobilité. Enfin, pour l'instant, d'ailleurs, on n'a pas encore vraiment décliné, parce que je pense que ça demande une montée en compétence des services RH de proximité. On a de jeunes collègues, par exemple, qui aimeraient qu'on puisse leur envoyer des fiches de poste ciblées par rapport, par exemple, aux souhaits de mobilité qu'elles ont pu exprimer dans l'entretien professionnel. Donc, elles veulent avoir... des arrivées sur leur poste de travail, de fiches de poste sur profil. Alors, on doit pouvoir y arriver, mais ça demande un petit peu de mise en place. On n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. Voilà. Très bien. Donc, l'idée est de faire... Alors, avant de venir vous rejoindre aujourd'hui, c'est vrai que je me suis enquis auprès des collègues qui sont chargés
des collègues issus de ce Conseil des expériences qui maintenant sont chargés de décliner les projets, finalement, qu'est-ce qui leur avait manqué, hein? Oui, c'est la question que qu'est-ce qu'il faudrait changer? Oui. Et effectivement, alors c'est ce qui m'a été livré. On a eu le consultant à nos côtés pour animer les groupes, c'était bien. Mais maintenant, nos jeunes chefs de projet qui sont tout seuls à la manœuvre auraient besoin, qui est encore à côté d'eux, vous voyez, ça va vous faire plaisir, un consultant, parce que pour l'instant, ça pèse sur leur travail, parce qu'il y a des productions écrites à faire après les groupes. Il y a des travaux de synthèse, il y a des convocations. Et l'idée d'avoir un consultant, ça serait une façon que ça ne pèse pas sur leur activité. Voilà. Donc il faut faire en sorte que cette expérience soit neutre en termes de charge de travail. Voilà. Bon, et l'idée, effectivement, est bien évidemment de faire perdurer ce Conseil des expériences, notamment, et je rejoins ce qu'a dit la personne qui nous a parlé là, des projets immobiliers qui sont souvent le prétexte à des changements de pratiques et de réorganisation des lieux. On a effectivement dans les ministères sociaux là aussi un projet immobilier et le Conseil des expériences souhaite pouvoir être un groupe témoin pour justement imaginer quelles sont les bonnes plateformes, comment aménager les locaux pour répondre justement aux nouvelles façons de travailler à distance, en visioconférence, en télétravail. Voilà. Donc tout ça est je pense que ce Conseil des expériences a vocation à perdurer. Bah, très bien, super, parce que c'est une bonne pratique. C'est une espèce de shadow codir, en fait, on va dire, où on confie l'instruction d'un certain nombre de dossiers à une assemblée différente d'un comité de direction, ce qu'on fait aussi chez nous, et on confronte les solutions et les propositions. Et c'est vrai que cette mixité de jeunes moins jeunes est très riche en termes de valeur ajoutée et d'opérationnalité. Merci beaucoup pour ce beau projet. On va terminer par Madame Amrouche. Vous êtes adjointe au directeur de l'Agence nationale de l'habitat et vous allez nous parler de votre projet de digitalisation, si j'ai bien compris, de modernisation, digitalisation, il y a beaucoup de digitalisation, des procédures d'aide. C'est ça ? C'est ça. Alors on change complètement de domaine. On est dans un domaine plus technique qui concerne l'habitat, la rénovation de l'habitat. Alors quelques éléments tout d'abord sur le contexte de ce projet de transformation qui aujourd'hui d'ailleurs n'est plus au stade de projet. Tout d'abord, quelques mots sur l'ANA, dire qui elle est. Donc, l'Agence nationale de l'habitat, c'est un opérateur national, un établissement public d'État, qui a un réseau protéiforme. Qui a la manette sur le... Oui, pardon. Qui a les caractéristiques suivantes. Donc c'est un opérateur, comme je le disais, un opérateur public de l'État, un EPA, un établissement public administratif qui a été créé en 1971, qui a pour objectif et pour mission d'aider à l'amélioration de l'habitat privé, donc qui s'adresse à des propriétaires privés modestes. Tout ça dans le cadre d'un réseau territorial protéiforme, c'est-à-dire que la distribution des aides fait appel à un nombre d'acteurs assez important, 180 territoires de gestion, 130 environ services instructeurs, 130 points d'information et accueil de premier niveau, des centaines d'opérateurs privés, associatifs, entreprises qui accompagnent les propriétaires, des collectivités locales par centaines qui font des programmes opérationnels. Donc vraiment un nombre d'acteurs et d'intervenants qui est très important. Alors, pourquoi cette transformation ? Donc, tout d'abord, l'ANA et de manière générale le parc de logements privés est une ambition croissante des gouvernements successifs en France, du fait notamment d'engagement de la France au plan international sur le plan environnemental, réduction des gaz à effet de serre, etc. Donc, c'est une nécessité d'accroître notre activité, une nécessité à la fois politique, mais aussi une nécessité sociale, sachant que le parc privé, c'est 80% des résidences principales. Quand on parle logement et public, on pense logement social HLM. Mais en réalité, l'essentiel du logement, il est privé, et c'est important de le rappeler. Et donc, les enjeux auxquels nous répondons, c'est des enjeux durables, de nature environnementale, à travers la rénovation énergétique, de nature sociale, à travers l'adaptation du logement au maintien à domicile des personnes handicapées ou âgées, ou tout simplement de lutte contre, de résorption de l'habitat indigne, c'est-à-dire tout l'habitat qui présente des risques pour la santé et la sécurité des occupants. Et les constats que nous faisions sont assez désemparants. En tout cas, pour ma part, quand je suis arrivée à l'agence, je dis souvent, du côté des demandeurs, le ton est plutôt « j'aurais su, j'aurais pas venu ».
Voilà, c'est-à-dire que quand on sait par quel parcours il faut passer pour obtenir une aide et finir les travaux chez soi et se faire payer, on dit ouf. On m'aurait dit qu'il fallait que je fasse tout ça en amont, probablement que j'y serais pas allée. Et d'ailleurs, nos enquêtes ont démontré que 50% des éligibles qui appellent et qui se renseignent ont déjà raccroché avant même d'avoir entendu l'ensemble des éléments qu'ils doivent entendre. Et de l'autre côté, nous avons un réseau, une capacité à faire qui est saturée. C'est-à-dire que dans les conditions actuelles, quelque part, l'enjeu était vital de se transformer pour répondre à des ambitions politiques et sociales croissantes, dans un système d'acteurs finalisé et avec des capacités qu'on ne peut pas étendre à souhait. Donc effectivement, l'angle était forcément celui de la transformation et pas juste de la réforme, de la transformation qui s'appuyait sur 2 leviers, donc la simplification, la dématérialisation, qui fait appel au numérique, à l'intelligence artificielle, mais aussi à des dimensions plus participatives, puisque vu le nombre d'acteurs, de toute façon, ce n'est pas juste en lançant une circulaire ou par le simple fait de l'autorité hiérarchique qu'on pouvait emmener ou bâtir une transformation. Alors, la méthode mise en œuvre, elle s'appuie essentiellement sur un esprit de flexibilité, d'adaptation, tout ça dans un cadre de stabilité qui est définie par un cap très clair et une vision des enjeux, un maintien des objectifs, des délais. Ça a consisté notamment, effectivement, à définir des objectifs qui soient en lien avec la qualité de service, la qualité de travail. Par quels moyens? On a fait une enquête auprès des bénéficiaires de nos aides, auprès de l'ensemble des agents des services instructeurs, auprès des salariés de tous les opérateurs privés. On a obtenu des taux de réponse assez importants, puisque 30% des bénéficiaires ont répondu et 50% des agents et salariés ont répondu. Et ça nous a permis effectivement d'avoir des objectifs de transformation qui allient bien ces 2 dimensions, qualité de service d'une part, qualité de travail d'autre part. Ensuite, en termes de collaboration, ça a consisté effectivement à faire un état des lieux des pratiques locales, parce qu'on est un réseau national, mais qui a une incarnation locale avec des différences significatives. Et donc, toute la phase initiale d'amorçage du projet en 2016 a effectivement porté sur la connaissance des pratiques, avec du travail de terrain, avec des sites pilotes, des sites miroirs pour voir en écart quelles étaient les différences, de l'expérimentation et de la co-construction, c'est-à-dire à un problème, quelle solution peut-on trouver, quelles sont les marges de progrès, quel outil on peut mettre en place, on l'essaye, on regarde ce que ça donne, on recommence, on diffuse. Et enfin, de l'innovation, puisque en parallèle, nous avons créé sous un mode start-up un outil numérique de dématérialisation des dossiers. En l'occurrence, il s'agissait d'une start-up d'État avec la DINSIC, la direction interministérielle du numérique. Enfin, actuellement, nous sommes, comme je vous le disais, dans le cadre de la mise en œuvre, donc on n'est plus au stade du projet. Dans cette mise en œuvre, on a 2 caractéristiques sur lesquelles on s'appuie. C'est la proximité, c'est-à-dire qu'on met en œuvre à l'échelle départementale. On a tous les acteurs autour de la table, mais les acteurs, ce ne sont pas les dirigeants, ce sont les salariés, les agents, mais aussi les managers. Et on met en place un accompagnement, et en particulier un accompagnement du management de proximité. Et parfois, cet accompagnement va jusqu'à la négociation avec le politique lorsqu'on est notamment en relation avec des collectivités locales, etc. Donc en termes d'organisation de projet, là aussi, il a fallu s'adapter. Je passe rapidement, mais effectivement, nous sommes actuellement plutôt dans une phase de pérennisation, c'est-à-dire organiser la pérennisation de toute cette transformation. Et cette transformation, elle nous a permis plusieurs choses. Elle a eu à la fois des bénéfices opérationnels, des bénéfices sur les objectifs qu'on s'était fixés, sur la qualité de service, sur la qualité de travail. L'un des retours majeurs de cette transformation, c'est la collaboration des acteurs sur le terrain qui s'est améliorée. En quoi ça a fait bouger vos pratiques managériales et qu'est-ce que vous avez constaté comme bénéfice? Alors, pratique managériale, il y a plusieurs niveaux de pratique managériale. J'allais dire qu'au sein de l'équipe projet, il y a surtout cet esprit d'agilité
qui a été mis en œuvre dans tous les domaines, à la fois dans l'élaboration des outils, mais aussi dans les méthodes de travail. Pour vous donner une idée, on a expérimenté l'ensemble des actions qu'on a mises en œuvre. D'accord, par des sites pilotes. Exactement, y compris le déploiement lui-même. D'accord. Et dans le déploiement, puisqu'on procède par vague territoriale, d'une vague à l'autre, on s'améliore et on s'adapte. Donc ça, c'est au plan du management du projet. Au plan des compétences managériales, qu'ils soient au siège ou au sein du réseau, ça se résume autour des 3 éléments que j'indique là dans la présentation, c'est-à-dire une évolution des compétences autour non plus de l'autorité, mais plutôt de la capacité d'animation, de négociation, de conviction et de responsabilisation. D'accord. Qui consiste plutôt à agir sur les acteurs et à la manière dont ils travaillent ensemble, les acteurs, les agents, plutôt qu'à dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, ou voilà les objectifs et les moyens, et maintenant allez-y. L'évolution des postures, j'ai souvent parlé quand je présentais les choses au réseau ou quand j'étais en dialogue sur le terrain, d'humilité ambitieuse, c'est-à-dire que l'ambition n'empêche pas l'humilité, bien au contraire, puisqu'on doit être ambitieux, mais il faut être humble, c'est-à-dire tenir compte du cadre existant, mais aussi des individus et des acteurs tels qu'ils sont. Et on ne peut pas dire l'équipe n'est pas bonne, nos partenaires ne sont pas bons, on fait autrement. On fait avec. Et donc, c'est cette humilité dont il s'agit. Et le partage, c'est le décloisonnement. C'est-à-dire que quand un demandeur a face à lui des dizaines d'intervenants, il est le seul point commun de tous ces intervenants. Donc, par conséquent, il est nécessaire que chacun partage. Et enfin, en termes de pratique, alors c'est très bateau de dire qu'on se ressente sur le demandeur, mais ça veut dire très concrètement qu'on invite nos acteurs, qu'ils soient services instructeurs des DDT, puisque ce sont les services déconcentrés de l'État pour partie qui sont nos acteurs sur le terrain. On invite les DDT, on invite les salariés, on invite l'ensemble des acteurs qui interviennent auprès des demandeurs à du pragmatisme, de l'adaptation et surtout la culture de la gestion du risque. C'est-à-dire que la conscience professionnelle, souvent, j'allais dire, dans les services publics et en particulier dans les services de l'État, frise la rigidité. C'est-à-dire qu'on a tellement envie de bien faire, tellement envie de respecter les règles, tellement envie d'être impeccable, que du coup, on est d'une rigidité énorme et donc on insuffle cette tradition, enfin cette manière de travailler qui consiste à dire soyez pragmatiques, adaptez-vous, mais gérez le risque. Est-ce qu'en vous adaptant, le risque que vous prenez, il est important pour qui? Et le cas échéant, est-ce qu'on est prêt à l'assumer? C'est le fait d'oser, et puis d'avoir le droit, c'est le fait d'oser et d'avoir droit à l'erreur aussi. Exactement. Exactement, ça fait partie. Exactement. Et donc, c'est effectivement le droit à l'erreur résume bien cette dimension. Et donc, pour finir, un point sur lequel je voulais insister, peut-être en dernière slide, donc vous dire que tout ça se traduit par un service de demande d'aide en ligne qui est disponible maintenant sur plus de la moitié des départements français. Et en termes de posture managériale, justement, en tout cas pour ma part, il m'est apparu important d'avoir à la fois, je dis souvent, d'être à la fois dans la tour de contrôle, dans les couloirs de l'aéroport et sur le tarmac. C'est-à-dire d'avoir à la fois le pilotage du programme, mais aussi de l'action opérationnelle. Et mon projet .ana.gouv, j'en suis à la fois, je suis le product owner, puisqu'il est développé en mode agile, c'est-à-dire je suis le chef de produit, tout en étant pilote du programme de simplification et de transformation de l'action de l'agence. Alors ça peut paraître un peu éloigné, mais en réalité, d'avoir la main sur des choses très concrètes, c'est aussi un moyen de respecter les échéances, de respecter les objectifs et d'apporter de la crédibilité à travers l'apparition de bénéfices rapides et concrets. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation de projet très intéressante. Alors, juste, je sais qu'on a un peu de temps, mais une dernière question à vous, mesdames, parce que là, on parle de l'évolution de pratiques managériales, mais quelle est, selon vous, la place que doit prendre la fonction RH dans ces évolutions ? Alors je vais tenter, d'abord je vais faire un message publicitaire. On fait le prix du DRH numérique depuis 5 ans et quand j'entends des projets comme ça, n'hésitez pas à les présenter. Il y a des grandes organisations qui se sont présentées. C'est aussi l'occasion de permettre au secteur privé aussi de bénéficier des exemples des beaux projets que vous avez. Donc vous avez jusqu'au 14 septembre pour postuler. Et le dimensionnement, la question RH là-dedans, c'est une fonction stratégique, c'est-à-dire que
dimensionner le span of control, dimensionner l'investissement qu'on va mettre sur les managers, dimensionner le degré de proximité que l'on souhaite offrir aux collaborateurs et la combinaison entre des outils numériques et un accompagnement humain. Ça, c'est un enjeu de stratégie RH, de la même façon que l'appréciation de l'organisation du travail, quelle est la responsabilité des managers dans l'organisation du travail et la part qui vient d'une impulsion RH qui doit garder en tête la notion d'évolution, moyen et long terme, qu'on ne peut pas demander aux opérationnels de porter au quotidien, pour faire rapide. Très bien. Mesdames, vous avez impliqué, la fonction RH était impliquée dans vos projets aussi ? Alors moi je dirais que pour qu'un projet comme le nôtre, celui de la Maison de l'État de Limoux, pour qu'il ait réussi de cette façon-là, c'est qu'il y avait un lien de confiance entre le manager, le chef de projet et les agents, y compris avec les agents qui ne sont pas les siens et des autres administrations. Et le fait aussi qu'on ait un langage de vérité, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un projet de socio-design sur cet objet immobilier de la Maison de l'État, on dit bien sûr, les socio-designers vont nous aider à accoucher, on va dire, de la Maison de l'État rêvée. Sauf que les financements de la rénovation immobilière ne vont peut-être pas permettre de réaliser le rêve complètement. Donc, mais si on l'explique, les agents comprennent et acceptent que tout ne sera pas possible, en tout cas pas tout de suite, peut-être dans un avenir plus lointain. Et voilà, donc oui, je crois que c'est surtout la confiance et le respect de la parole des agents qui se sont exprimés, des usagers qui se sont exprimés, et d'essayer d'intégrer au maximum leurs apports dans le projet. D'accord, donc là, la fonction RH a son rôle de garant et de veiller à cette équité. Madame Champion, la fonction RH a été partie prenante aussi, j'imagine ? Ça paraît effectivement une évidence, que effectivement, toute transformation, toute réorganisation implique... c'est évident, mais on ne le constate pas toujours. Implique la fonction RH, et d'autant plus, et je rejoins ce que disait Madame tout à l'heure, dans un contexte de transformation, ce qu'on attend surtout, notamment de la part de l'encadrement, c'est effectivement surtout un savoir-être et des compétences comportementales, parce que c'est ça qui permet effectivement de rassembler souvent des équipes un peu composites, et il y en aura encore sans doute beaucoup dans les années à venir à accompagner. Et d'où, là, je reboucle, d'où justement cette prise de conscience des ministères sociaux que le pôle coaching était justement là pour accompagner l'encadrement sur justement ouvrir à la fois le champ des possibles et puis réfléchir aussi sur soi-même, sur qu'est-ce qu'on dégage quand on est à la tête d'une équipe et le comportement... Cette prise de recul nécessaire que vous accompagnez. Comportement adapté. Très bien. Madame Amrouche, juste pour terminer. Eh bien, en fait, la transformation qu'on a mis en œuvre là, qui visait essentiellement l'usager, a aussi conduit à une transformation de la fonction RH, puisque, par exemple, donc au sein du siège, on a un rôle d'appui, d'apport d'expertise au réseau, avec là aussi une capacité à faire qui tend à être saturée, et donc finalement, à travers cette transformation qui induit aussi un appui différencié, les besoins d'accompagnement du terrain ne sont pas les mêmes, les besoins d'accompagnement des agents au sein du siège ne sont pas les mêmes, et donc la fonction RH évolue aussi en interne pour questionner justement l'intégration du numérique dans ses manières de faire. On a mis en place pour la première fois une plateforme en ligne, une plateforme de formation en ligne, qui pour le moment est limitée au périmètre du projet, mais elle est destinée bien évidemment à s'élargir. Et puis dès lors qu'on a évoqué tout à l'heure les évolutions de pratiques de posture, derrière ça, il y a aussi des compétences et aussi des manières de mettre en œuvre les choses. Bien évidemment, ça fait évoluer les besoins de formation, ça fait évoluer les manières d'y répondre aussi.